partagé, ils m'ont tellement partagé. Moi, ce qui était difficile, c'est qu'il en revenait toujours plus de ces personnes. J'en voyais encore plus. Et la sensation que j'avais, c'est ok, moi, peut-être que pour certains, je vais être utile à un moment donné pendant l'arrêt, mais ils vont retourner dans le même monde du travail après. J'avais la sensation que ce que je faisais avec eux, c'était comme mettre un pansement sur une jambe de bois, parce que ça ne changeait pas le travail. Puis pour certains, c'était trop tard, ils étaient trop abîmés. Et ces années-là, j'ai repensé beaucoup à mon papa. Mon papa, à la fin des années 80, en tant que menuisier, il a accepté un marché avec Grosfilex. Grosfilex, c'est une boîte d'Oyonnax, de la Plastic Valley, qui fabrique du mobilier de jardin en PVC et des fenêtres en PVC. Et donc, il avait accepté un contrat pour fabriquer les cales de vitrage. C'est des tout petits bouts de bois qui se trouvent entre la vitre et l'huisserie. Donc, il les fabriquait et il les vitrifiait. Et très rapidement, en fait, ce contrat, ça a représenté les 3/4 de son activité. Et par rapport à ce travail qu'il faisait, donc il les fabriquait, il les vitrifiait, comment il faisait? Mais en fait, il se mettait dans la cour devant chez moi, il mettait des clés métalliques, il posait les cales de vitrage dessus et il arrosait avec le vitrificateur, on s'en fout, du produit qui vitrifie. Et donc, il le faisait comment? Il mettait un masque comme celui que vous avez là sur le visage. Et il nous disait toujours, les filles, vous approchez pas hein, quand je vitrifie. Oui, alors en fait, il n'avait pas besoin de nous le dire. Moi, j'ai encore le souvenir de l'odeur âcre de ces produits-là, qui pulvérisaient. Il a fait ça pendant des années. Jusqu'au jour où Grosfilex l'a prévenu du jour au lendemain qu'il avait perdu le contrat, il avait perdu le marché. Ils avaient trouvé quelqu'un d'autre qui faisait un tarif bien moins élevé que le sien. Il s'en est jamais vraiment remis, il a fermé son entreprise, mon père, quelques années plus tard. Et à l'été 2003, mon père il a été hospitalisé, on lui a diagnostiqué un cancer de l'œsophage et des poumons, dont il est mort 9 mois plus tard. Alors vu qu'il fumait, les médecins ont tout de suite dit, oui, ça c'est le tabac, cancer de l'œsophage. Moi ça fait quelques années où je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de... S'il n'avait pas respiré tous ces produits-là pendant des années, s'il n'avait pas été jeté du jour au lendemain par cette boîte, si on n'était pas dans ce monde du travail où c'est l'appât du gain de quelques puissants au détriment des gens, est-ce qu'il aurait été malade, mon père? Est-ce qu'il en serait mort aujourd'hui? Alors je suis d'accord que la gitane maïs, ça n'a pas dû aider. Ça, on peut être d'accord là-dessus. Mais en pensant à tout ça, il y a eu un moment où j'arrivais plus à continuer. Et moi aussi, je refusais d'éteindre les Martin Réveil qui m'avaient tant appris. Bon, on va retourner faire un tour vers Okilele, je crois. Okilele, il planta une montagne. La montagne sortit de terre et se mit à pousser. Elle traversa le ciel, traversa l'espace et elle atteignit les étoiles. Okilele grimpa sur la montagne jusqu'à une planète morte qui tournait autour d'un soleil endormi. C'était ce soleil le quelqu'un qui avait besoin d'Okilele. Il parlophonait pendant son sommeil. Dans ses rêves, il lui disait que lui seul, Okilele, pouvait le réveiller. Alors Okilele parlophona avec les étoiles. Il parlophona avec le plus petit caillou de tout l'univers et il trouva le remède. Le soleil s'éveilla, guérit, et sa chaleur s'étendit à nouveau tout autour de lui. Ah oui, parce qu'il faut que je vous montre. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre une assistante sociale et un pitbull? Ça, c'est une copine assistante sociale qui me l'a raconté. C'était un copain éduc qui lui avait raconté, c'est les petites guerres de chapelle entre éduc et... Est-ce que vous l'avez alors? La différence entre une assistante sociale et un pitbull? C'est que le pitbull, au bout d'un moment, il lâche l'affaire. Donc, j'ai pas lâché. En 2015, je demande à me faire... je pars en formation pour accompagner les gens en souffrance au travail. Et alors, juste au moment, c'était en octobre 2015, au moment où se votait la loi travail.
Et donc, suite à cette formation, je me mets en contact avec un psychologue du travail, un médecin du travail, pour construire un atelier de groupe autour de la souffrance au travail pour des gens en arrêt pour de la souffrance au travail. Et là, donc cet atelier, on l'a appelé « Travailler et se travailler ». Il y a 12 personnes qui s'inscrivent à cet atelier. Et la première matinée de cet atelier, il y a 12 personnes qui arrivent, alors repliées, hein, enfin, épaules basses, empêtrées dans leur mal-être, quoi. Pas bien. Et au fur et à mesure de cette première matinée, qu'on commence à se rencontrer, à se rencontrer et à se raconter, ben là, alors il y a eu beaucoup de larmes qui ont coulé ce matin-là. Mais j'ai vu aussi des regards qui ont commencé à se réallumer. Et des visages qui ont commencé à s'ouvrir. Alors après cette matinée, moi je rentre au bureau, alors je suis rentrée, j'étais vidée, quoi. Mais remplie. Et j'arrive au bureau, alors je suis chargée de mes 2 sacs, hein, mon sac de mes outils d'animation, mes supports, tout ça, machin, et mon sac avec le café, oui parce que l'assistante sociale, elle amène le café dans les bureaux, ça c'est... Donc j'arrive, je passe la porte du service, et là il y a la chef qui me saute dessus et qui me dit « Delphine, vous êtes en réunion à Dijon la semaine prochaine, vous avez pris rendez-vous pour faire changer les pneus de la voiture de service ?» Alors là, je pose mes sacs. Je dis, oui, je suis en réunion à Dijon la semaine prochaine. Et non, j'ai pas pris rendez-vous pour faire changer les pneus, je vais m'en occuper, mais... Vous savez, même si vous ne me le demandez pas, ce matin, c'était la première matinée avec le groupe. Et c'était juste génial ce qui s'y est passé. Je crois que ce qui m'a choquée dans cette scène-là, c'est qu'est-ce qui fait qu'un cadre de service social, il est plus préoccupé par gérer le planning des changements de voiture, de pneus de voiture, que de reconnaître que ce travail-là qui s'est fait avec ces gens, c'était important. Qu'est-ce qui fait ça? Alors bref, du coup pendant 2 mois, toutes les semaines, j'allais animer donc ces séances de l'atelier avec les collègues, là, j'enchaînais les permanences à 10 rendez-vous, les matinées remplies à renseigner les logiciels informatiques pour dire que oui, j'ai bien vu telle personne, et puis elle est en telle situation, tout ça, machin. J'ai fait changer les pneus de la voiture de service. Je suis allée à ma réunion à Dijon et arrive le jour du bilan de cet atelier. Et là, au moment du bilan, il y a Evelyne qui dit, vous savez, quand je suis arrivée là, j'étais comme empêtrée dans un cocon de soie de tous mes problèmes, quoi. J'étais tout enserrée. Et là, aujourd'hui, j'ai juste l'impression d'être une libellule. C'est comme si vous m'aviez appris à voler, quoi. Où il y a Marie qui dit, en fait, ce qu'on a juste travaillé ensemble, là, ce que ça nous a permis, c'est de retrouver notre humanité. En fait, ce qui s'est passé pendant ces 2 mois avec ces gens-là, c'est qu'on a travaillé ensemble à essayer de comprendre dans quoi ils avaient été pris au travail, avec la lecture de 2 jours, là, avec ces 4 éléments clés qui structurent le travail. Moi, ce que je me dis, c'est, vous vous rendez compte si avec des gens abîmés, en souffrance, malades, si on a réussi à réimpulser ça, ce qu'ils disent, l'humanité, tout ça, si on y arrive avec des gens abîmés, vous imaginez ce que ça pourrait faire avec des gens pas abîmés? Et là, du coup, je me suis mise à rêver. Je me dis, mais ça veut dire qu'il y a tellement d'autres possibles au travail, quoi. Alors, par exemple, il y a le territoire zéro chômeur longue durée, ce dispositif là, qui a été initié par ATD Carmonde. Moi, je l'ai découvert avec le documentaire de Marie-Monique Robin, où elle a suivi pendant 2 ans ces personnes, ces chômeurs longue durée, qui ont été embauchés dans cette entreprise à but d'emploi. Et c'est juste dans ce cheminement qu'on fait avec eux, de voir comment, même au niveau du corps, ils ont changé, ces personnes. Comment ils sont devenus à nouveau droits et debout, et avec un regard pétillant. Alors il y a aussi par exemple le réseau repas. C'est un réseau d'entreprises qui essaye de travailler en remettant l'humain au cœur du travail. Alors le réseau repas, je l'ai découvert parce qu'un jour j'ai assisté à une conférence gesticulée, ma toute première, celle de Manuel Cornari. Je travaille avec 2 ailes. Où elle travaille, elle part du travail. Et en fait, quand moi j'ai vu sa conf, j'en suis sortie les tripes à l'air, je pleurais. Je lui ai dit, mais Manu, il faut absolument que des gens en arrêt de travail, il faut ta conf. Quelques semaines plus tard, il y a la chef du service social qui nous dit, bon ben, il reste des sous dans le fonds d'action sociale, là,
Si vous avez des projets avec des besoins de subvention, allez-y. Je me dis, ok, chiche, j'essaie. Et par cette subvention qu'on a eue, Manu, elle a pu venir jouer sa conférence gesticulée à la Sécu, devant des gens en arrêt de travail. Où il y avait à la fois des gens en arrêt de travail et puis aussi l'équipe du service social, des collègues assistants sociaux. Il y avait les chefs. Et en fait, ce que j'ai juste trouvé magique à ce moment, c'est, après la conf, les gens qui avaient le plus de choses à dire, c'était les gens en arrêt de travail. Et ça a été un moment magique. Puis il y a un côté où je me suis dit, attends, si moi, la gamine de Saint-Maurice, là, j'arrive à faire venir une conférence gesticulée à la Sécu, c'est que tout est possible, quoi. On peut y aller, quoi. Alors, si tout est possible, du coup, il y a le salaire à vie. Le salaire à vie, c'est un autre système où on travaillerait autrement et où... Donc, c'est Bernard Friot, je vais le dire. Hein, il paraît qu'il y a des fans de Bernard Friot. Donc, et le réseau salarial, l'idée, c'est de système-là qui est imaginé, qui est construit, c'est du moment que tu es majeur, tu as un salaire qui t'est versé, quel que soit ce que tu œuvres. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, par exemple, en France, du coup, il y a 23% de notre salaire qui est socialisé. Ce sont nos cotisations sociales qui vont à la Sécu. L'idée du salaire à vie, c'est on socialise 100% de la valeur produite par le travail. C'est redistribué du coup à chacun. Et on décide ensemble de ce qu'on veut produire, comment on le produit, etc. Du coup, moi, dans mes idées de tout est possible, moi, je me dis pourquoi pas ça, quoi. Alors, par rapport au travail social, il y a... Par exemple, aujourd'hui, dans les missions qui sont attendues du service social à la Sécu, donc dans le dernier CPG, là, contrat pluriannuel de gestion, il y a que le service social il est attendu pour accompagner les personnes en arrêt de travail, pour favoriser leur reprise de pouvoir d'agir et qu'ils soient acteurs de leur avenir professionnel. Je trouve que ça claque, quoi. Quand j'entends ça, je me dis... Ouais. Derrière, en fait, ce qui se passe, c'est comment, dans ces discours qui sont affichés, où on parle de la place du service social dans le développement du pouvoir d'agir, dans accompagner à s'épanouir, etc. Ce qui est réellement attendu, ce sont, de la part des assistants sociaux, c'est des actions qui peuvent être des supports pour travailler l'estime de soi, ça c'est cool, quoi. Mais si c'est pour pouvoir derrière plus facilement accepter les dominations, je me dis, mais du coup, en tant que travailleur social, on fait bien le taf, là? Qu'est-ce qu'elle dirait, Martine, là, quand elle nous racontait les règles de métier de l'assistant social? On est où, là, par rapport à notre éthique et notre déontologie? Alors du coup, moi, comment je m'en suis dépatouillée, j'ai appris à décoder justement ce langage du management. À essayer de le décoder. Parce que je me suis fait avoir plein de fois. Mais essayer de décoder pour... alors j'ai essayé de bricoler avec les logiciels pour remplir quand même suffisamment pour qu'on me foute la paix en fait. Donc rentrer les clics-clics là dans les logiciels pour garder ma marge de manœuvre, de faire quand même des choses qui avaient du sens avec les gens. Et ça a tenu. Jusqu'à après le confinement, là, ce que je vous ai raconté au confinement, où il y a un moment, la posture de guerrière, là, comme ça, là, toute bloquée, toute serrée. En fait, je suis moi-même un peu tombée malade, quoi. Enfin, ça marchait plus. Parce que je crois que... Et donc, j'ai quitté la Sécu, là, le 14 février 2021, jour de la Saint-Valentin. Après 18 ans, dans cette relation passionnée que j'ai eue avec ce métier, je suis partie le jour de la Saint-Valentin. Il y avait une urgence de partir pour sauver ma peau. Puis je crois qu'il y avait aussi que ce costume de guerrière, là, j'avais plus envie de le tenir comme ça. Et vu que mon envie, moi, c'est quand même de contribuer à changer le monde, je me suis dit, pour ça, je vais faire une recherche en sciences sociales. C'est cohérent, non? Et donc je me suis engagée, là, depuis 2 ans, en recherche, où, vu que le travail me travaille beaucoup, je vais chercher sur qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on met en jeu de notre sensibilité au travail, et comment le travail vient toucher notre sensibilité, et comment on joue tous ensemble à tout ça. Bon, ça, il y a un côté où, du coup, j'ai juste l'impression de recommencer à penser. Juste ça. C'est juste énorme. Mais je me dis, ok, mais c'est pas suffisant. Enfin, ça ne me va pas. J'avais cette urgence à dire, quoi, de briser ce silence
sur la souffrance au travail. Bon, c'est pour ça que j'ai monté la conférence gesticulée. Je me suis dit, allez, t'y vas, faut causer, quoi. Enfin, faut. J'ai eu besoin de causer, de raconter cette histoire. Et puis d'aller œuvrer ailleurs, quoi, pour contribuer à changer ce monde. Et c'est en ça que les trois compères, là, de ce soir, ce projet sur la coopération, c'est aussi dans cette envie de pou. Bah ouais, on va changer le monde, quoi. Parce que, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en étant moi-même fragile, la vulnérable, où mon corps a dit stop à un moment, je me suis retrouvée toute coincée, je me suis sentie complètement vulnérable. Et je me suis rendu compte que c'est par cette vulnérabilité et par le fait que, bah oui, je suis dépendante des autres, et parce que nous sommes tous interdépendants. Ça, je crois, c'est Judith Butler, qui est une philosophe qui dit... qui travaille sur cette notion de vie vivable. Qu'est-ce qui rend nos vies vivables? Quel système pourrait rendre nos vies vivables? Pour elle, c'est vraiment de se dire que la vulnérabilité, c'est le commun de l'humanité. Nous sommes tous vulnérables et tous interdépendants. Et que c'est par cette interdépendance qu'il peut y avoir une force, quoi, collective. Alors après, il y aura encore plein de chemins qu'on pourrait explorer, mais dans le Montaconf, Tiffaine et Julien m'ont dit « Non mais alors Delphine, une conférence gesticulée est bonne, elle ne dure pas trop longtemps, on te demande un peu d'efficience. » Donc on va atterrir. Okilele redescendit de la montagne. Martin réveille sur ses genoux parce que c'était trop dangereux pour lui. Il trouva la maison de ses parents en ruine. Elle avait été trempée par les pluies, battue par les vents, démolie par les tempêtes, et un ruisseau la traversait. Dans la maison, Okilele but l'eau du ruisseau. C'était une eau salée, une eau de larmes. Okilele remonta le long du ruisseau. Il grimpa sur les rochers, escalada les falaises et arriva dans une forêt de sapins. Entre les troncs, devant une cabane de branches, il reconnut ses parents. Ses parents pleuraient sans cesse. Tout allait mal depuis qu'il était parti. Les mots disaient le contraire, les mains faisaient autre chose, et les repas n'avaient plus de goût. Okilele prépara un bon repas dans la grande marmite de fête. Pour le goût, il mit sa cape et les dernières gouttes du ruisseau de larmes. Après le repas qui dura 7 heures, et qui avait 14 desserts ordinaires et 28 extraordinaires, tout le monde dansa la grande danse de la joie joufflue. Okilele, c'est la part d'humanité qu'on a en chacun de nous. C'est ses failles, ses faiblesses qu'on a, ses cicatrices, qu'on sait récupérer et que le système néolibéral y provoque sur nous pour nous rejeter ensuite. Alors mon amie Alex, elle me rappelle souvent Sénèque qui dit que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Alors vous allez me dire que je suis peut-être un peu trop naïve, quoi, que tout ça, c'est des histoires pour enfants. Et pourquoi pas? Moi, je les trouve beaux et forts, tous ces gens cabossés, abîmés, qui ont supporté toutes ces dominations, qui en sont tombés, qui trouvent la force de se relever et d'affronter le regard des autres. De dire, je les trouve beaux de défendre leur droit d'être malade, d'être fragile, d'être vulnérable. Je les trouve beaux de défendre ce qu'ils sont et de ne plus avoir honte de ce qu'ils sont. Alors je les trouve beaux aussi, moi, les regards, les larmes, les merci de ceux que je peux rencontrer, que j'accompagne, quand ils me disent que ça y est, en fait ça, ils savent qu'ils n'en veulent plus, qu'ils savent maintenant ce qu'ils veulent, et quand ils disent comment ils sont défendus. J'ai encore l'impression de remplir un peu ma mission, d'être loyale aux valeurs d'où je viens, aux valeurs que mon père il m'a transmises. Alors en 2018, j'ai fait un bilan de compétences dans ces années d'errement de qu'est-ce que je fais, machin. J'ai fait un bilan de compétences où il y avait j'ai fait le test Herman. Le test Herman, c'est un test qui permet de voir un peu comment tu fonctionnes, quoi. Est-ce que tu es plutôt cerveau droit, cerveau gauche, plutôt du côté artistique, tu es plutôt scientifique, tu es plutôt ingénieur, machin.
Et alors, au moment de l'analyse de ce test, il y a Michel, il me dit « Oh non, mais vous, c'est pas compliqué, vous êtes une pelleteuse de nuages. » Ça vous dirait pas, vous aussi, d'être des pelleteurs de nuages? Qu'est-ce qu'on attend? Et si maintenant on l'assumait, cette beauté de nos failles, pour construire ensemble un autre possible que la domination des puissants et des néolibéraux? Et si notre interdépendance, elle devenait notre force et plus une faiblesse qu'on pointe? Et si aujourd'hui on construisait ensemble le travail autour de l'humain et plus au détriment de l'humain? Et si on s'y mettait pour que le travail, ça soit la santé? Puis si maintenant, on dansait?